Salut les astrolabiens, quel est votre plus vieux souvenir? Jusqu'à quel âge pouvez-vous remonter si vous allez jusqu'aux confins de votre mémoire? 3 ans, peut-être même 2 ans. Et si votre plus vieux souvenir était celui où vous vous réveillez, adulte, sur un banc, à l'âge de 30 ans? Eh bien si c'est la question que vous posez au personnage qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qui va vous répondre. Mao, il déconne ou pas le gars du coup? Bah non, sinon on ferait pas de vidéo dessus. Ah ok. Et si je vous ai appelé les astrolabiens au tout début de la vidéo, eh ouais, souvenez-vous, il faut avoir la mémoire, hein. Eh bien c'est parce que ça fait référence à la chaîne l'Astrolab que j'entretiens avec une nouvelle équipe. Ça fait plusieurs mois qu'on est déjà dessus. On n'en parle pas trop, on est assez discret. Eh bien imaginez, nous parlons de toutes les meilleures news scientifiques et liées à la high-tech, mais avec un petit esprit léger comme ça, tu vois. Quelque part, on peut dire que ça envoie du pâté. Ouais, je suis pas sûr que ce soit la meilleure expression pour relancer la chaîne. Bah oui, en plus, pour une fois que tu parles de nous, tu pourrais parler de nous en bien. Ouais, j'avoue, ça craint. Parmi les dernières news qu'on a citées, il y avait quoi? La toute première image d'un trou noir, des bébés OGM qui sont nés en Chine. Enfin vraiment, il y a tout, on vous a mis les liens en description. Et il y a encore des tas de surprises dedans qui vous attendent. Bref, on referme cette petite parenthèse, puisque oui, le personnage que l'on va voir aujourd'hui a tout simplement oublié les 30 premières années de sa vie. Il s'est réveillé un beau jour, comme ça, sans savoir où il était, ce qu'il faisait, et quel était son nom. Et cette bulle-là n'est pas tout à fait comme les autres puisque nous avons directement contacté cet homme. Et tout ce que vous allez voir et entendre, c'est grâce à son témoignage direct. Et pour tout vous dire, en fait, c'est en faisant des recherches que nous étions tombés avec mon équipe sur cette histoire, on va dire quand même assez difficile à croire, et pourtant terriblement vrai. Et donc nous avons contacté ce monsieur et il a très aimablement accepté de nous fournir toutes les informations nécessaires. Donc merci à lui. En tout cas, vous allez voir que malgré ce très étrange handicap et toutes les difficultés incroyables qu'il a traversées, la persévérance et le courage ont fini par payer. Aujourd'hui, on se penche sur la très curieuse histoire de Jacques-Michel Huret, aussi connu sous le nom de Monsieur X. Nous sommes en 1987 dans le département de Meurthe-et-Moselle, vers le nord-est de la France, pour vous situer. Un couple vit dans une maison avec 2 jeunes enfants, et ce couple c'est Jacques-Michel et Martine Huret. Ils se sont rencontrés jeunes sur la piste d'un dancing, et depuis ce jour-là, ils ne se sont plus jamais quittés. Mais le 25 juin, aux environs de 20 h, la nuit est tombée. Tout semble calme, le jeune couple a décidé de profiter d'un bon film au coin du feu. Précautionneuse, Martine invite son époux à rentrer la voiture au garage avant de s'installer devant la télévision. Celui-ci donc enfile un blouson et s'exécute. Mais une demi-heure vient de s'écouler et Martine commence à s'interroger. Dis donc, c'est pas un peu long pour juste rentrer la bagnole? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Oh, JM, tu te dépêches. Elle sort donc appeler son mari, mais ne reçoit aucune réponse. Fâchée, elle suppose donc qu'il est parti avec des copains sans prévenir. Mais aucun des voisins qu'elle ne questionne ne semble avoir vu Jacques-Michel. Et celui-ci justement ne rentrera pas de la soirée. Vous aussi, vous le sentez venir qu'en fait, il n'est pas forcément chez les copains. La nuit est longue pour Martine. Le lendemain, elle passe des coups de fil, tente d'obtenir des informations. Et de la vie générale, son mari a dû disparaître sur un coup de tête. Mais elle refuse d'y croire et finit par prévenir la police. Et les jours passent, mais toujours aucune trace de Jacques-Michel. Les finances sont au plus bas et ça ne va pas s'arranger, puisque Martine reçoit un appel du patron de son mari. Celui-ci l'informe que son époux n'est pas venu travailler depuis maintenant longtemps et qu'il ne peut donc plus lui verser de salaire. L'angoisse s'empare alors de Martine qui est obligée d'élever seule ses 2 enfants. Et un avis de recherche est lancé. Les forêts des alentours sont fouillées, le fond de la rivière de Moselle est examiné et toujours rien. Et pendant ce temps-là, évidemment, il y a une question qui nous brûle les lèvres. Mais il a pas pu disparaître, il est allé où? Oui, tout à fait. Il devait pourtant simplement rentrer la voiture au garage. Eh bien, là-dessus, la réponse est loin d'être simple. Puisque un jour, de 1987, à 400 km de là, un homme se réveille sur un banc parisien. Il est chaussé de pantoufles, ses vêtements sont sales et sentent fort, un sac plastique est accroché à sa ceinture, et désorienté, il pense d'abord qu'il a abusé de la boisson. Bon, entre nous, ce serait pas le premier à se réveiller après une bonne petite cuite, au whisky et compagnie. Mais quand même très vite, il s'aperçoit que quelque chose cloche. Eh ben oui, puisqu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé la veille. D'ailleurs, à bien y réfléchir, il ne sait pas ce qu'il fait à Paris. Et d'ailleurs, très vite aussi, l'évidence lui apparaît, il ne sait pas non plus qui il est. C'est comme un immense trou noir, qui n'est comblé que par les minutes depuis lesquelles il vient de se réveiller. Puisque avant ça, rien du tout. Impossible de se souvenir de quoi que ce soit. Imaginez un peu le truc, c'est un peu angoissant quand même. Inquiet, cet homme mystérieux observe son environnement. Il reconnaît l'Opéra Garnier de Paris. Bon voilà, c'est quand même pas mal, il y a au moins quelque chose dont il se souvient. Et il remarque aussi qu'une alliance est à son doigt. Il doit donc a priori être marié et avoir une famille quelque part. Et dans le sac, il trouve un carnet. Et sur ce carnet est écrit des lieux et des déplacements. Tels que par exemple, je suis au bord de la Seine, je passe devant Beaubourg. Et une phrase énigmatique retient son attention, n'oublie pas d'écrire. Peut-être était-il déjà confus au moment où il écrivait ces lignes. Et alors que sa propre identité lui échappe, il en vient à se demander
s'il existe, s'il n'est pas mort. Après tout, comment être sûr d'être vivant lorsqu'on est vidé de toute mémoire et que personne autour de vous ne semble vous remarquer? Et le banc sur lequel il est proche d'une cabine téléphonique. Peut-être attendrait-il un appel. Il décide donc de faire de cet endroit son refuge, en attendant que les souvenirs se ravivent, un peu comme par magie quoi. Et passe donc la nuit dans un parking non loin de là. Mais le lendemain, rien n'a changé. Ça va être une angoisse en fait, ça va être terrible. Et c'est alors que 3 policiers l'interpellent pour un contrôle d'identité. Et là j'ai envie de dire c'est le comble quand même. Et pris de panique en fait, il prend la fuite. Mais termine néanmoins au commissariat. Faut pas déconner, hein. Le gars ils l'ont rattrapé. Hein. Et là-bas, on l'interroge à coups de gifle. On sait jamais, hein, peut-être que ça peut raviver la mémoire. Hein. Vous êtes qui, monsieur? Vous venez d'où? Vous avez pas de carte d'identité? Vous foutez de notre gueule? C'est qu'on va croire que vous avez tout oublié comme ça? Qu'est-ce que vous cachez, monsieur? Dites-le nous, de toute façon on va le découvrir. Et lui il répond: tout ce que j'ai, tout ce que je suis est là-dedans. J'ai rien d'autre. Sans aucun indice sur cet inconnu, la police décide, pour sa sécurité, de le transférer à l'hôpital psychiatrique de Sainte-Anne. Débute alors une longue traversée du désert. Dès son arrivée, on remarque un large hématome au niveau de son cou, peut-être un indice sur ce qui lui est arrivé. Et immédiatement, il est mis sous camisole chimique. Voilà, comprendre par là qu'on le gave de médicaments pour qu'il se tienne tranquille. Et des jours et des semaines passent, sans que personne ne puisse rien pour lui. Et sans repère et, selon ses propres dires, je me sens devenir un fou au milieu des fous. Sa seule occupation dans cette prison, c'est d'écrire et de dessiner. Il veut absolument laisser une trace, pouvoir s'exprimer et se sentir exister. Mais les médecins lui prennent ses productions pour les analyser. Et fou de rage, il finit par écrire sur les murs. Il se sent alors seul, paranoïaque. Comme si chaque nouvelle personne qu'il croisait était son nouvel ennemi. Le X qui le désigne sur les gobelets de tranquillisants qu'on lui administre chaque matin devient alors sa nouvelle identité. Désormais, on l'appelle Monsieur X. Alors, est-ce qu'on va finir par savoir de qui il s'agit? Eh bien, un beau jour, la bonne nouvelle tombe. Les médecins annoncent que Monsieur X a enfin été retrouvé. Oui, tout à fait. Ouais. Ça y est, on sait qui il est. Sa famille est venue le chercher. Il va pouvoir sortir, retrouver les siens. Et peut-être même par la même occasion sa mémoire en les revoyant. Tremblant, il s'avance au salon de l'hôpital, face à un petit groupe de personnes, mais qui ne lui évoque rien. Et c'est alors que l'angoisse est beaucoup trop forte et Monsieur X s'évanouit. Et à son réveil, il apprend que cette mise en scène n'était en fait qu'un test pour vérifier son état de stress. Tout ça n'était que mensonge. En réalité, on ne l'a pas retrouvé. Toi, Eric, qu'est-ce que tu aurais fait à sa place? Moi, je les aurais défoncés, Tess, j'aurais foutu le feu à l'hôpital, les gars, ils auraient rien compris, c'est... Ouais. C'est pas plus mal que tu sois ici, quoi. Bref, en tout cas, tout est de nouveau au point mort. Cependant, on sait désormais de quoi il souffre. Et c'est ce qu'on appelle une amnésie identitaire. Sa mémoire épisodique, c'est-à-dire des événements vécus, a été purement et simplement effacée. Mais sa mémoire sémantique, c'est une autre partie de son cerveau, est toujours intacte. Elle lui permet donc de conserver ses acquis, comme le fait de savoir lire, dessiner, reconnaître des monuments dans la rue, pouvoir jouer au Scrabble. Enfin, vous voyez le genre d'idée. Et là-dessus, les docteurs ne perdent pas espoir et lui proposent une petite expérience. Assez risquée et très controversée. C'est une sorte, en fait, d'hypnose chimique appelée narcose, que l'on provoque à l'aide de l'injection d'un sérum de vérité. Et figurez-vous qu'au bout de 3 séances, des informations surgissent du passé. D'abord, Monsieur X emploie des expressions typiquement lorraines. Il doit donc venir de l'Est de la France, normalement. Le fait qu'il sache dessiner, par exemple, fait qu'il aurait suivi une formation artistique. Et surtout, pour la première fois, il s'est souvenu d'un prénom peu courant, Charles-Élie. Quelques jours plus tard, Monsieur X est présenté à un homme, appelé par les médecins pour l'identifier. Mais qu'est-ce que tu fais là, vieux con? T'as l'air paumé. C'était Charles-Élie Couture, un chanteur originaire de Nancy, ancien camarade de promotion des Beaux-Arts. Donc ça y est, c'est le premier espoir. On va donc pouvoir peut-être réussir à retrouver l'identité de ce fameux Monsieur X. Et effectivement, au bout de quelques jours, on finit enfin par retrouver et lui révéler son véritable nom. Vous l'aurez deviné, hein. Il s'agit de Jacques-Michel Huret, le mari de Martine, disparu plusieurs mois auparavant en allant garer sa voiture. Et très vite, le grand jour arrive. Le 12 octobre 1987, voilà, j'étais même pas encore né, sa femme et ses enfants sont là. Et cette fois-ci, pour de vrai, les gars, là c'est du bon. Il a été retrouvé, il n'est plus seul. Bah ouais, quand même. Mais bizarrement, ce n'est pas de la joie qu'il ressent, mais de l'appréhension et de la peur à l'idée de les revoir. Il suit alors l'infirmier et se retrouve en présence de 3 inconnus. Aucun visage ne lui est familier. Aucun souvenir ne lui revient et face à ces 3 étrangers, aucune émotion ne le traverse. Et on lui montre des photos d'enfants et il comprend donc que ce sont les siens. Il est père. Cependant, son cœur reste froid, débordé par l'angoisse et la nouveauté. Et encore une fois, il est à 2 doigts de perdre connaissance. Mais alors, sait-on ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Qu'est-ce qui a mené Jacques-Michel Huret sur ce banc parisien, 122 jours plus tôt? Depuis, l'enquête policière a avancé. Revenons donc sur ce soir de juin 1987, où tout a basculé.
Jacques Michel sort pour aller garer sa voiture. Et là, tapis dans l'ombre, un inconnu l'attaque afin de lui dérober son véhicule. Un coup sévère lui est porté à la nuque, il est assommé. Mais de peur que le malheureux ne le dénonce, le voleur l'embarque avec lui dans le coffre de sa propre bagnole jusqu'à Paris, où il le relâche finalement au milieu des rues. Jacques Michel, alors probablement sonné, a du mal à retrouver ses esprits et erre dans la capitale jusqu'à ce fameux banc, près de la cabine téléphonique. Mais maintenant, j'imagine que vous allez vous dire que tout va bien, hein, n'est-ce pas? Bah, il a retrouvé sa famille, il est rentré chez lui, c'est bon, c'est fini maintenant. Ouais, et ben encore une fois, c'est pas aussi simple. Puisque Jacques Michel ne va, pour ainsi dire, jamais retrouver ses souvenirs. C'est quand même terrifiant comme annonce. Et donc le voilà obligé de reprendre une existence qu'il ne connaît pas, au milieu de gens qu'il aime, mais qui pour lui sont de parfaits inconnus. 3 ans ont passé, et voyant que son mari peine à retrouver des liens forts avec ses proches, Martine décide de lui lancer un défi. Un soir, voilà comme ça, elle lui propose de faire un 3e enfant. Celui, quelque part, de la reconstruction. Et il accepte. Finalement, 9 mois passent, et en voyant ce nourrisson, c'est comme si Jacques Michel se sentait papa pour la première fois, à nouveau. Et comme si Martine, si douce et aimante, redevenait totalement sa femme. Et petit à petit, grâce à beaucoup de patience, de persévérance et à l'amour inconditionnel de Martine, qui, malgré toutes ces épreuves, n'a jamais flanché, Jacques Michel a réussi à reconstruire un foyer. De son propre aveu, ce sont la bienveillance et la force de sa femme qui lui ont permis d'accepter son handicap, de retrouver une vie professionnelle et d'avoir envie de se battre pour les siens. Même en observant des centaines de photos de mariage ou même d'anniversaire de ses enfants, dans l'espoir que l'une d'entre elles puisse activer quelque chose d'enfoui quelque part dans sa mémoire, eh bien, du coup, rien n'y fait. Genre rien? Rien du tout? Même pas un tout petit peu? Vraiment, mais vraiment que dalle quoi. Lui, il a l'impression qu'on le gave, qu'on le façonne pour redevenir ce qu'il était et qu'il ne peut plus être désormais. Et pour s'exprimer, il s'isole et pratique l'écriture et la peinture pendant des jours et des nuits entières. Ainsi, il se sent utile, a au moins le sentiment d'être quelqu'un pour lui-même et non plus pour les autres. Une sorte de coquille vide, vous voyez. Et à force de réflexion, il parvient même à inventer une forme de peinture pour les non-voyants et organise des ateliers dans sa petite ville de l'Est de la France. Et ouais, du coup, une peinture pour aveugles, ça peut paraître extraordinaire. Et pourtant là-dedans, le procédé est assez simple. Les non-voyants tracent les reliefs de leurs dessins avec une sorte de pâte à modeler, vous voyez, qu'ils peuvent donc toucher et sentir avec les doigts. Et chaque couleur, quant à elle, est associée à un matériau facilement reconnaissable directement avec le toucher. Par exemple, le rouge est représenté avec des petites billes, le vert avec des lentilles, etc., etc. Depuis son accident, Jacques Michel Huret a exposé ses œuvres dans de nombreuses galeries. Est devenu un architecte reconnu, a inventé une peinture pour non-voyants, fondé une association, mais aussi écrit un livre, J'ai oublié 30 ans de ma vie, et dans lequel vous verrez que, finalement, les 30 années vécues après son accident ont peut-être été aussi riches en souvenirs que celles qui ont été perdues. D'ailleurs, il va bientôt être édité en poche, si ça vous intéresse d'y jeter un coup d'œil. Évidemment, tous les liens des interviews, livres et sources sont toujours en description. Et accompagné de Martine, il donne également des conférences TED. Vous savez, c'est ces conférences organisées partout dans le monde qui sont super passionnantes. Il projette aussi de publier des livres illustrés pour les enfants et travaille même sur la production d'un film au cinéma qui retracera son histoire. Mais du coup, de notre côté, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire incroyable? On peut s'inspirer peut-être d'une petite comparaison que Jacques Michel affectionne lui-même particulièrement. Voyez-vous ce qu'est la Vénus de Milo? Cette statue célèbre qui manque de bras, ou même le Parthénon, ce temple grec à moitié écroulé qui date de l'Antiquité. Est-ce que nous aimerions ces œuvres de la même façon si elles étaient complètes? Auraient-elles la même importance pour nous? Alors si nous aimons autant ces œuvres légendaires, avec toutes leurs imperfections, pourquoi n'aimerions-nous pas les hommes de la même façon? Voilà, j'espère que cette histoire vous a interpellé. Si vous souhaitez connaître plus de détails sur cette incroyable épopée, vous avez toutes les infos en barre d'infos. Encore une fois, merci beaucoup à Jacques Michel Huret qui a été très disponible et extrêmement bienveillant pendant la réalisation de cette vidéo. N'hésitez pas à vous intéresser à son livre, à ses projets, ses expositions. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur le site de l'association des traumatisés crâniens et des cérébrolésés de Lorraine. Ah bah au moins c'est précis. Ah ça c'est clair, c'est précis. On vous met tout ça en barre d'infos. Ah oui, et aussi bien sûr, comme on est sur le thème de l'amnésie, n'hésitez pas à aller voir mon autre chaîne, l'Astrolabe. Je vous mets la dernière vidéo juste ici. Faites attention, vous risquerez d'apprendre des tas de choses par contre, comme toujours. Quant à moi, je file, avant d'avoir oublié quelque chose. Qu'est-ce que je suis censé faire? À plus, à la prochaine.